Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Décrypter l'Afrique. Vous nous regardez sur notre chaîne YouTube, mais également sur Vox Africa, en Afrique et en Europe. Merci d'être avec nous pour une nouvelle édition de Décrypter l'Afrique, la quotidienne. Au sommaire aujourd'hui, le Gabon, où Sylvia et Noureddine, l'épouse et le fils d'Ali Bongo Ndimba, viennent d'être condamnés à 20 ans de prison en leur absence et donc par contumace, notamment pour détournement de fonds. Si Sylvia Bongo Ndimba demeure silencieux, son fils Noureddine s'est engagé dans une bataille de la communication qui a consisté à prendre la parole dans les médias et sur les réseaux sociaux comme pour répondre en quasi-simultané à ses accusateurs. Il a notamment évoqué ses conditions de détention et indiqué qu'il avait été torturé. Est-ce assez pour délégitimer ce procès et cette condamnation? J'en parlerai avec Cédric Leboussi du magazine Vue d'ailleurs et Cyril Djami, conseiller en communication stratégique et éditoriale, fondateur de Coms of Africa. Une chronique sur les révélations du site de journalisme d'investigation Dropsite News, sur les relations troubles entre les réseaux du sulfureux homme d'affaires Jeffrey Epstein, accusé d'avoir mis en place un réseau pédocriminel impliquant des personnalités publiques et des célébrités, l'ancien Premier ministre et ancien ministre de la Défense israélien Ehud Barak, et le sommet de l'État ivoirien. Au cœur de ces liens, la question de la surveillance de masse et de l'espionnage électronique massif qui peut à la fois cibler des terroristes réels ou supposés, mais également l'opposition civile à Alassane Ouattara. C'est parti. Au Gabon, la Cour criminelle spéciale a condamné Sylvia et Noureddine Bongo, l'épouse et le fils du président déchu Ali Bongo Ndimba, à 20 ans de prison par contumace pour détournement de fonds et blanchiment. Un verdict prononcé en leur absence qui relance le débat sur la crédibilité et la portée politique de cette procédure au moment où l'opinion publique gabonaise réclame justice et transparence. Un procès auquel le procureur général a donné une coloration très politique, condamnant sans nuance une certaine forme d'exercice du pouvoir et accablant, bien entendu, les prévenus. On écoute un extrait où il s'en prend vertement à Sylvia Bongo. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, Madame Sylvie Aimée Marie-Valentin, épouse Bongo, rappelle à bien des égards Madame Leïla Trabelsi, l'épouse de l'ancien président Ben Ali. Épousées toutes les deux en secondes noces, ambitieuses, superficielles, avides d'argent et des jeux de pouvoir, elles étaient des anges noirs, l'une pour Ali Ben et l'autre pour Ben Ali. Monsieur le Président, toutes deux ont usé et abusé de leur position pour servir leurs intérêts privés. Tous deux ont profité de leur influence pour obtenir des avantages indus, que ce soit pour elles-mêmes ou pour leurs proches au mépris des lois et règlements. Monsieur le Président, elles se vautraient dans le luxe, déconnectées de la réalité, ignorantes des souffrances de leur peuple, un peu comme Marie-Antoinette, à Versailles au Trianon, pendant que le peuple français mourait de faim et que la révolution grondait. Le procureur général n'épargne pas non plus Noureddine Bongo. Monsieur le Président, il a été retrouvé à BGFI sur l'un des comptes du président Ali Bongo, 250 milliards de francs CFA. Monsieur le Président, même le président Omar Bongo Ndimba, après plus de 42 ans de pouvoir, n'avait pas autant d'argent dans un compte. 250 milliards de francs CFA. Pendant ce temps, il y a des délestages partout. Et cet argent, Monsieur le Président, provenait du trésor public. Monsieur le Président, Noureddine Bongo Valentin fut le centre nerveux de ce dispositif. Ordonnateur de faits, superviseur des décaissements, instigateur des montages et bénéficiaire principal des flux. Je requiers qu'il soit déclaré coupable de détournement des deniers publics, de concussion, d'usurpation de titres de fonction, de blanchiment aggravé de capitaux et d'association de malfaiteurs.
Quant à Mme Sylvie et même Marie-Valentin, épouse Bongo, elle a organisé la phase de réception, de dissimulation, d'intégration. Je requiers qu'elle soit déclarée coupable de recel et détournement de fonds publics et de blanchiment aggravé de capitaux. Monsieur le Président, leur alliance, l'un dans l'action, l'autre dans la structure, a formé un tout indivisible. Un réseau familial de captation des fonds de l'État. Dans le même temps, Noureddine Bongo a lancé une contre-offensive médiatique, interview, récit détaillé de ses conditions de détention, accusations de torture et diffusion de vidéos et enregistrements visant à discréditer la procédure et ses acteurs. On écoute un extrait de son entretien avec Brut. Ça commence déjà par tout de suite, on met la tête sous l'eau. Et tout de suite, on pose des questions. Où sont tes comptes? Donne-nous des comptes. Si tu fais une erreur, tu vas mourir. Donc déjà, vous êtes en train de vous faire submerger et vous devez lister tous vos comptes sans erreur parce que vous savez que vous allez en subir les conséquences. À ce moment-là encore, j'étais drôlement constitué dans le sens où je respirais bien et ensuite, quand on m'a mis dans la tête de l'eau, je faisais de l'apnée. Pour pêcher dans ma tête, je me dis ne panique pas parce que dès que tu commences à avoir de l'eau dans les poumons, tu risques de mourir. Et pour moi, tout ce que j'ai fait, c'est tu dois tenir pour pouvoir retrouver ta femme et tes enfants. Sauf qu'ils comprennent, ils réalisent, j'entends. Il fait de l'apnée. Donc là, ils font un acte que je ne vais pas parler là parce que j'ai des enfants, mais ils font un acte qui est ignoble. Et donc, je pense, pour me faire paniquer, et même là encore, je reste encore, je reste encore trop calme à leur avis. Ils me déshabillent, ils m'écrasent mes parties génitales, et là, ils m'attachent un peu comme un poulet, les mains en haut et les jambes en bas, et après, ils me mettent sur une échelle et ils commencent à me taser, fusil taser, le Captain Engon, qui le porte très fièrement, ce taser, d'ailleurs, encore aujourd'hui. Alors, procès équitable ou procès spectacle, cette bataille de communication peut-elle renverser la perception de l'opinion et que signifie ce verdict pour la suite du dossier Bongo au Gabon comme à l'international? Pour en parler, j'ai à mes côtés Cédric Leboussi, journaliste et directeur de publication de Vue d'ailleurs, fin connaisseur du Gabon, et Cyril Djami, conseiller en communication stratégique, fondateur du Media Coms of Africa, que l'on peut retrouver sous forme de magazine, de site internet et de page LinkedIn. Bonjour Cédric, bonjour Cyril. Théophile. Bonjour Théophile. Alors Cédric, ce procès a été médiatisé, diffusé en direct à la télévision, ce qui est assez rare pour être signalé, et sur YouTube. Quel est le regard que vous avez porté sur le réquisitoire, la plaidoirie, les preuves et le verdict? Je trouve que, pour moi, je pense que c'est très juste. Le pouvoir du Gabon est dans la continuité du coup d'État et il avait besoin de ce procès pour symboliser la fin d'un règne, d'un système. Et donc on est là dans la continuité du coup d'État, arrestation, arrestation, qui dit arrestation dit procès. Et donc pour moi il est très juste. Après c'est vrai qu'une bagarre de communication, une guerre de communication qui est là, mais il faudrait dire que le président Oligui et son gouvernement, ils sont dans la continuité de ce qu'ils ont commencé. Alors, ils sont dans la continuité politique de ce qu'ils ont commencé, mais est-ce qu'ils ont vraiment prouvé qu'ils avaient des billes judiciaires, des preuves établies contre Sylvia Bongo Ondimba et son fils Noureddine? Parce que le portrait qui a été ébauché par le procureur général est un procès un peu romancé finalement, plein de clichés, c'est-à-dire Marie-Antoinette, Leila Trabelsi. Est-ce que ce ne sont pas des effets de manche qui visent à crédibiliser le dossier? Non, c'est très théâtral, mais dans le fond, il y a de la vérité un peu dans ce qu'il dit, mais c'est vrai que c'est très théâtral. Après, c'est ce qui se passe un peu dans les tribunaux en général. Quand un avocat défend son client, ici on est en train de défendre l'État du Gabon, on n'est pas en train de défendre un gouvernement, je parle bien, on défend l'État du Gabon, mais dans le fond, en fait, ce qui doit nous intéresser ici, c'est souvent le rôle des premières dames dans les pays africains. Mais on ne va pas commencer à creuser le sujet de ce côté-là. Le rôle des premières dames est
autre chose qu'on doit retenir dans ce procès, en fait, c'est le rôle des politiques, la responsabilité quand on est aux affaires. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement du Gabon, il est dans la continuité du coup d'État. Il était important de faire ce procès. Maintenant, est-ce que la justice a bien fait son travail? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'aujourd'hui, la justice gabonaise, elle est indépendante? C'est une autre question. Ce que le peuple gabonais aujourd'hui, les peuples du Gabon ont besoin aujourd'hui, c'est la vérité. Ils ont soif de vérité, les peuples du Gabon. Ils ont vraiment soif de vérité. Ça s'est fait aujourd'hui avec la famille Sylvia Bongo. Demain, ça peut se faire avec d'autres, notamment ce qui s'est passé en 2016, parce qu'il faudrait dire qu'en 2016, il y a eu le QG du candidat de l'opposition qui a été attaqué aux armes de guerre. Jean Ping. Il y a eu le naufrage aux côtes du Gabon en 2023. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui s'est passé. Vous avez eu des gens qui ont été arrêtés. Il y a eu une opération, on a arrêté à l'époque le directeur du cabinet du président. Il y a eu des gens qui ont fait de la prison. On ne nous a jamais rendu en fait tous les dossiers de façon qui était responsable de quoi. Parce que quand on dit que les gens détournaient l'argent, je pense que le Gabon reste un État. On ne peut pas aller comme ça au trésor public prendre des sous comme on veut. Il y a bien des gens qui ont signé. Et également pour le 2016 qui a donné l'ordre aux militaires de sortir des armes de guerre pour aller tirer sur le QG qui était ministre de l'Intérieur. C'est facile de s'attaquer à l'entourage familial d'Ali Bongo et finalement ça élude un peu les responsabilités politiques de celles et ceux qui l'ont accompagné et qui, pour un certain nombre d'entre eux, ont rejoint ce pouvoir. Mais à mon point de vue, ils ne sont pas en train de s'attaquer à l'entourage d'Ali Bongo. Ils sont en train de continuer ce qu'ils ont commencé. Qui ils ont arrêté le jour de leur coup d'État? Ils ont arrêté M. Nourdine et Mme Sylvia. Ce sont les gens qui ont été arrêtés. Donc si on arrête des gens, il faudrait derrière qu'il y ait des procès. On n'a pas arrêté le Premier ministre de l'époque, puisqu'il est libre, il s'est présenté aux élections présidentielles. On n'a pas arrêté le ministre de l'Intérieur, ils sont libres. Donc les gens qu'on a arrêtés ont fait un procès. Si on avait arrêté, peut-être la question qu'il faudrait poser, pourquoi c'est que ces deux-là qu'on a arrêtés? Pourquoi on n'a pas arrêté, par exemple, M. Ali Bongo qui était aux affaires? Qu'est-ce qui fait en sorte que M. Ali Bongo ne soit pas arrêté? Qu'est-ce qui fait en sorte que M. Ali Bongo aujourd'hui ne soit pas devant les tribunaux? C'est peut-être la question de fond, mais ça maintenant, c'est la justice gabonaise. C'est aussi parce que c'est une histoire familiale. Quand on veut, on dit souvent qu'en Afrique, on accuse toujours la femme, la méchante femme et sa mauvaise progéniture. Finalement, le coup d'État qui a porté Brice Oligui Nguema au pouvoir est un coup d'État familial, une forme de révolution de palais. Peut-être qu'on protège le frère et qu'on expose l'étrangère. Oui, Théophile, le Gabon vient de 55 ans de règne de la famille Bongo. 55 ans. Et il n'est pas très loin aujourd'hui, la famille Bongo. Attends, j'arrive. Le Gabon vient de 55 ans de règne de la famille Bongo. On ne va pas tirer sur une ambulance. Parce que le Gabon vit très très mal depuis 2016. Il faut dire les choses. Depuis 2016, le Gabon ne va pas bien. On l'a vu quand ils ont fait le coup d'État, et je l'avais dénoncé ici, ils ont nommé des députés à l'Assemblée nationale. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif a touché au pouvoir législatif. Donc ça veut dire que le pouvoir législatif n'a plus son sens. Donc le président Oligui, il a besoin de faire du propre autour de lui. Dans quel sens? Au sens où ce qu'il a commencé, notamment avec les arrestations, il faudrait bien que ça se termine par des jugements. Il faudrait qu'on... Maintenant, après le reste, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui, évidemment, puisque Mme Sylvia Bongo n'a jamais dirigé le Gabon de façon officielle. Elle n'a jamais été élue. Elle n'a jamais été élue par les citoyens gabonais, les peuples du Gabon. Jamais. C'est M. Ali Bongo qui a été élu par les peuples du Gabon. C'est M. Ali Bongo qui devait terminer devant les tribunaux. Ce n'est pas le cas. Maintenant, on va laisser la justice faire son travail. Peut-être que dans quelques mois, ils vont nous sortir d'autres dossiers et puis d'autres personnes se retrouveront devant les tribunaux. Alors, Cyril, le choix de diffuser ce procès à la télévision et de le théâtraliser à fond, sert-il les intérêts de l'actuel pouvoir gabonais ou est-ce que ça peut se retourner contre lui d'un point de vue stratégique? Alors, d'un point de vue stratégique, ce choix-là, ça sert le régime parce qu'il faut utiliser les armes en sa possession pour pouvoir contrôler le narratif. Aujourd'hui, on assiste à une guerre médiatique qui se déroule sur plusieurs fronts. Et d'après ce qu'on en voit dans les reportages qui ont été diffusés, ils sont en train de maîtriser le narratif, ils l'ont cadré. Et aujourd'hui, c'est plutôt le camp d'en face qui fait face à une crise réelle en termes de réputation, en termes d'image de marque.
Voilà, et ensuite, on peut s'attendre à avoir des réponses plutôt soit à la fois proportionnées ou disproportionnées en face. Alors justement, face à la communication gouvernementale qui joue la carte du discrédit, Noureddine Bongo-Valentin a contre-attaqué via cette interview dont on a vu un extrait aux médias bruts, qui arrivait après au moins une autre, je pense à celle accordée à l'hebdomadaire britannique de Standard, qui avait eu un peu moins d'écho, c'était en anglais. Alors sur X, ex-Twitter, Noureddine Bongo-Valentin est également très actif, il dénonce un procès sans la moindre preuve, un verdict fondé sur les témoignages de témoins contraints par la junte militaire. Quel regard le professionnel en communication, en stratégie de communication, porte sur cette contre-attaque? Alors, tout de go, il faut comprendre d'abord qu'en matière de communication de crise, chaque acteur qui est impliqué dans une situation pareille cherche à contrôler le narratif. Et ici, on le voit très bien que l'acteur en présence essaye par plusieurs méthodes de contrôler ce narratif-là. Alors, il y a deux plans. Il y a sur le plan de la communication et sur le plan des relations publiques et de l'image, en fait. Sur le plan de la communication, on se rend compte que dans le cas présent, l'acteur en présence, notamment Noureddine, a pris les devants en partageant des points de vue dans des médias à l'international. Il faut comprendre que ici, le contexte est assez compliqué. Sur le plan local, hein, j'entends bien. Sur le plan local, le narratif... Sur le plan local gabonais. Voilà. Sur le plan local au Gabon, le narratif, le récit est contrôlé par ceux les locaux, ceux qui sont en accusation. Et il a fait un choix stratégique de communiquer à l'international. Et dans le cadre de cette communication à l'international, il choisit des médias qui ont une forte portée pour avoir une viralité importante à la fin. Donc, dans ce cas-là, il utilise des éléments de langage qui sont très très ficelés, ça se voit, et ça revient à plusieurs reprises dans ses prises de parole, dans ces différents médias-là. Et il y a aussi le fait que lorsqu'il s'adresse par exemple à un média britannique en anglais, il essaye de se positionner, de redorer son image, de diffuser, véhiculer un message finalement de quelqu'un qui dit bah, « écoutez, je suis plus proche de vous, vous me connaissez, j'ai fait de bonnes études, j'étais dans votre école, j'ai un passé qui se rapporte à quelqu'un de compétent, quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui a des valeurs occidentales, qui partage ces valeurs-là. Et en fin de compte, le narratif qui est construit autour de ça s'appuie également sur une posture, celle de la victime, Théophile. Aujourd'hui, lorsqu'on décrypte, on analyse ces différentes prises de parole, que ce soit sur Brut et dans les médias occidentaux, enfin les médias britanniques, on se rend compte que cette posture de victime est appuyée également par le fait qu'il s'agit d'une communication non violente. Il n'est pas en phase d'attaque frontale, un peu comme ce qu'on a pu observer en début d'émission dans ce qui a été projeté. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui se positionne, qui veut se victimiser, mais de manière classe. Il est bien habillé, mais de manière sobre. Il y a également un ton qui est plutôt pesé, qui est plutôt calme. Et là, il appuie finalement en matière de com politique sur la fibre sentimentale, émotionnelle. Et puis la proximité également, en gros il dit aux Occidentaux, je suis comme vous, je suis victime d'un pouvoir sauvage. Tout à fait, tout à fait. Et il le dit, il n'utilise peut-être pas ces mots-là. Il n'utilise peut-être pas ces mots-là directement, mais lorsqu'il revient, par exemple, sur les abus, les tortures qu'il a pu subir, il fait appel là, de manière indirecte, aux droits de l'homme, par exemple. Justement, des défenseurs des droits de l'homme, des militants, notamment de l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, on dit que justement la torture c'est inacceptable dans la mesure où justement ce sont des tabous, la torture, la violence physique paroxystique sont des tabous qui d'une certaine manière révulsent quand un pouvoir viol c'est tabou. Cédric, est-ce que finalement il a été habile dans sa manière de participer au procès sans être dans le prétoire? Oui, il est habile et puis il utilise les armes qui sont à sa portée. Et c'est normal et c'est logique s'il a subi des abus
c'est normal qu'il dénonce. Heureusement qu'il est là pour dénoncer. Ça permettra au gouvernement gabonais, à l'État gabonais de s'améliorer. J'espère, il fallait ça, parce que lui, il arrive à le faire, c'est parce qu'il a les moyens à l'extérieur. Combien de citoyens gabonais qui subissent ça n'ont pas de moyens à l'extérieur, ne peuvent pas communiquer. Donc, il utilise là... Mais le pouvoir gabonais dit que c'est pas vrai, qu'il n'a pas été torturé. Alors, c'est parole contre parole. Nous, on ne sait pas. Je vous rappelle quand même, parce qu'il y a quand même quelque chose qui m'interpelle aussi, qu'il faudrait souligner. Ils ont signé des accords avant qu'ils sortent du Gabon. Ils ont signé des accords. On a regardé, maintenant après on ne sait pas si les vidéos sont vraies ou pas, parce qu'aujourd'hui avec les intelligences artificielles, on peut faire beaucoup de choses. Non mais ces vidéos ont l'air authentiques. Voilà. Mais il les a prises avec une caméra qui était sur ses lunettes. Et donc ils ont fait des accords en disant vous sortez, mais c'est pas parce qu'on fait des accords qu'on n'a pas le droit de dénoncer ce qu'on a subi. Donc est-ce que Monsieur Nordine il est dans son droit? Oui, il est dans son droit de se défendre. Heureusement qu'il se défend. Il est dans son droit de dénoncer les injustices qui se passent dans les procédures. S'il était torturé, il est dans son droit de dire qu'il a été torturé et de se défendre. Mais quelles sont les accusations qui sont portées sur eux? Détournement de fonds publics. Il a dit, le magistrat, on a retrouvé des fonds sur des comptes. Il a dit, le magistrat. Bongo dit, ils n'ont rien retrouvé, c'est que des témoins. Comme il disait Thierry tout à l'heure, on voit bien que Nourdine est sur un volet de communication, il parle de torture. À aucun moment, Nourdine n'avance des arguments sur l'aspect économique. Ce que l'État gabonais reproche aujourd'hui à cette famille, c'est le détournement des fonds publics. Maintenant, ce n'est pas parce qu'ils ont détourné des fonds publics qu'ils n'ont pas subi de la violence. S'ils ont subi, ils ont le droit de dénoncer cette violence. Et donc, là, on est face à deux parties. Chacun reste sur le volet humain, droit humain, l'autre reste sur le côté économique, détournement de l'argent public. On va voir ce que ça va donner. Mais justement, est-ce que tout cela n'est pas une comédie dans la mesure où le pouvoir gabonais a lui-même libéré Ali Bongo Ondimba et sa famille, et c'est après les avoir libérés qu'il les juge par contumace. D'une certaine manière, tout le monde est gagnant. Ils sont un peu débarrassés de ces prisonniers encombrants. Ils peuvent leur faire un enterrement politique de première classe. Oui, puisqu'il y a beaucoup d'observateurs qui l'ont souligné, et c'est vrai en plus, parce que s'il y avait vraiment, je ne dis pas que ce procès n'est pas sérieux, mais si on était logique, ce couple, je parle de cette mère et son fils, n'allait jamais sortir du Gabon. Ils n'allaient jamais sortir du Gabon. Ils allaient attendre plus que le premier responsable. Voilà. Pareil, ils n'allaient pas sortir du Gabon, on allait attendre le procès. Après le procès, ils demandaient à sortir. Mais ce n'a pas été le cas. C'est là où c'est ambigu. C'est pour ça que le gouvernement, je pense qu'en termes de communication, de transparence, le gouvernement n'est pas assez transparent à ce sujet. Pourquoi ils ont laissé ça? Alors, ils ont donné pour des raisons médicales. Mais je suis désolé, il y a des prisonniers au Gabon qui ont des problèmes de santé, qui ne sont pas sortis. On a vu monsieur le directeur de cabinet, dans quel état il est sorti de prison, ce monsieur. On a vu l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui. Pourquoi on ne l'a pas laissé sortir? Oui, pourquoi on ne l'a pas laissé sortir avant? On aurait pu le laisser sortir avant pour aller se faire soigner aussi. Pourquoi on ne l'a pas fait? Vous voyez donc, je pense qu'il y a beaucoup de trous dans la raquette et que ce gouvernement, comme il est nouveau, je mets les guillemets, il est en train de faire son chemin avec des erreurs, il avance comme ça, à petits pas, on fait un pas en avant, deux pas en arrière, un pas. Mais l'opinion publique et l'opinion internationale, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais est-ce que ce n'est pas tout simplement une histoire de famille? Entre les cousins, les frères, etc. C'est-à-dire qu'en fait, une manière de taper sans trop taper, d'humilier et de discréditer, mais sans aller trop loin. Pourquoi je dis que ce n'est pas une histoire de famille? C'est pas une histoire de famille. Parce que si c'était une histoire de famille, je pense qu'il n'y aurait même pas eu de procès. C'est mon point de vue. Je dis bien, c'est mon point de vue. Une histoire de famille violente, puisqu'on a bien vu que la Constitution empêche Denis, le fils de Omar Bongo et d'Edith Lucie Bongo d'un jour candidat. En fait, je veux dire, on a l'impression qu'au sein de la grande famille, on joue à s'éliminer les uns les autres, mais on ne va pas quand même jusqu'au bout dans la vindicte. Alors là, moi, je ne savais pas que M. Oligui et M. Bongo étaient parentés. On a toujours dit que c'était... On a dit son cousin, oui, voilà.
Mais moi, je ne pense pas que ce soit une histoire de famille. Je pense que, alors, si vous me dites que c'est une histoire de grande famille, on va dire. Non, de groupes de pression différents, de chaque côté qui défend ses intérêts, oui, mais peut-être pas une histoire de famille, même si il le dit dans la vidéo en disant on est en famille, mais souvent en Afrique, on utilise ce terme, on est en famille, on est entre nous, on est ensemble. Mais bon, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de trous dans la raquette, il n'y a pas de transparence. Et aujourd'hui, les citoyens gabonais, les peuples du Gabon ont besoin de vérité, parce que la vérité, elle libère. Et aujourd'hui, le gouvernement actuel, il faudrait qu'il fasse beaucoup, beaucoup d'efforts sur la justice. Je vous ai cité tout à l'heure les cas. On a eu 2016. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vu un grand procès. Il y a des familles qui pleurent leurs enfants. Il y a des mamans qui ont perdu leurs frères, leurs fils. On ne sait pas. En 2023, il y a eu un naufrage au lac. Je vais me répéter. Il y a toujours des dirigeants qui sont présents. Alors, quand vous demandez... Vous répétez, et j'en profite pour demander à Cyril Djamil, est-ce qu'une forme de moralité politique peut naître d'un tel exercice, notamment cet exercice de procès télévisé? D'ailleurs, est-ce qu'il ne faudrait pas généraliser les procès télévisés pour crédibiliser l'institution judiciaire en Afrique de manière générale, parce que bon, elle est souvent discréditée, parce qu'on accuse les magistrats d'être corrompus. Et sinon, qu'est-ce que vous auriez conseillé au pouvoir gabonais, si vous étiez à son service, pour passer, pour clore cette affaire? C'est-à-dire, en fait, on libère quelqu'un, mais il faut quand même montrer qu'on le punit, donc on fait un procès très grandiloquent, mais d'une certaine manière, il est hors de portée, donc il y a une forme d'impunité. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup trop d'ambivalence en termes de communication? Alors, je dirais que c'est assez complexe comme situation, parce que en face, on a quelqu'un qui est dans une communication qui ne s'apparente pas à de la confrontation réelle. Il essaye plutôt de se réhabiliter au niveau de l'image, de l'opinion publique, en fait, parce que son image a été écornée sévèrement. Il n'a pas pris la parole pendant de longs mois, je dirais. Et aujourd'hui, en face, on a plutôt un système en place qui essaye de montrer une nouvelle image, de montrer une rupture avec les pratiques du passé. C'est passionnant à observer, je dirais ça, et ce qui arrive promet. Les lendemains promettent, en tout cas en termes de procès télévisé ou pas? Alors, procès télévisé, je suis pour l'ouverture, je suis pour la transparence. La transparence voudrait que, effectivement, oui, ça apporte par exemple une dose d'information au public qui est avide finalement d'informations. Et après, ça dépend maintenant du cadrage de l'information qu'on veut diffuser, de ce qu'on en fait. Est-ce que c'est une manipulation après qui pourrait survenir? L'avenir nous dira. Est-ce que, d'une certaine manière, aujourd'hui, on peut dire que les personnes qui sont au pouvoir au Gabon, en Afrique, peuvent redouter ce type d'exercice, ce type de procès, et faire attention, plus attention que s'il n'y avait pas eu ce procès médiatique en l'absence des prévenus? Oui, j'ai envie de répondre par l'affirmative. C'est très délicat d'exposer, de rendre public ce type d'initiative, parce que derrière, on ne contrôle pas toujours ce qui peut être ce qui peut en être fait, et ça rend l'exercice parfois délicat, on avance sur la pointe des pieds. C'est quelque chose qui n'est pas courant. Ça, il faut le dire. C'est pas courant d'avoir ce type de procès qui soit médiatisé, parce que derrière, on peut avoir, il y a le danger que l'opinion, ou alors que ce soit l'opinion publique nationale ou les opinions publiques internationales, utilisent pour tirer leur épingle du jeu. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. À travers les différentes interventions de Nourdine, il semble clairement dire que je suis victime d'une sorte de vindicte. Donc c'est à double tranchant. Pour l'instant, au niveau du Gabon, ça semble marcher, parce que les populations sont avides d'informations, veulent une sorte de transparence, veulent savoir ce qu'il se passe derrière les murs des tribunaux. Donc c'est à observer de près. Le mot de la fin, Cédric? Je pense que pour moi, c'est pas assez transparent, parce que on a une mauvaise habitude en Afrique. Quand il y a un événement, on accuse directement le haut de la pyramide. Il y a des intermédiaires. Madame Sylvia Bongo n'est pas allée à la caisse du Trésor prendre l'argent
les 250 milliards qui sont annoncés. Il y a bien eu des intermédiaires. Qui sont-ils? Qui sont les fonctionnaires qui étaient corrompus pour faire ce jeu? C'est très important. C'est comme je parlais de 2016. Qui était à l'époque ministre de l'Intérieur? Qui était à l'époque ministre de la Défense? Le naufrage de 2023, qui a donné les responsabilités à ce bateau de fonctionner? Et ça, la transparence, là, oui, il faudrait que ces procès-là soient médiatisés. Pourquoi? Parce qu'un pays qui a vécu pendant 55 ans un même régime, à un moment, ils ont soif de liberté. Donc, quand monsieur le président Oligui, il arrive, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, les peuples du Gabon sont contents de ne plus entendre le nom Bongo. Très simplement. C'est déjà un petit pas, mais vous me direz, c'est pas grand-chose. Est-ce que c'est l'homme du moment? L'avenir nous le dira. Mais ce qui est très important ici, on vient de juger Mme Sylvia et M. Nourdine, il faudrait aussi qu'on pousse le bouchon loin, la transparence, et qu'il y ait de la communication, que ça soit médiatisé, que les peuples se sentent libres, dire enfin, il y a une justice qui fait un travail, enfin, on nous écoute. C'est ça le fond du problème, Théophile. Donc tant qu'il n'y a pas de transparence sur le plan judiciaire, les peuples auront toujours soif de vérité. Aujourd'hui, les peuples du Gabon ont soif de vérité, parce que la vérité, elle libère. Merci à vous, Cyril et Cédric. Merci d'avoir été avec nous pour cette première partie de Décrypter l'Afrique, la quotidienne. Ça y est, c'est bouclé, géré. On peut dire que pour l'instant, Alassane Ouattara a réussi son pari. Il a rempilé pour un 4e mandat après avoir éliminé de la course ses adversaires les plus sérieux et après avoir brisé la contestation dans la rue par la force brute. Convocation policière contre des dignitaires de l'opposition, manifestants tués par balles, etc. Et en bonus, métaphore animalière jetée au visage de ses adversaires. Vous savez, on dit souvent, les chiens aboient, la caravane passe. Les chiens aboient, la caravane passe. Ce n'est pas seulement le déploiement de l'artillerie militaire la plus lourde qui a permis au président ivoirien d'écraser son opposition. Il s'est également appuyé sur un outil beaucoup plus discret et redoutable, les technologies d'interception et de surveillance issues du complexe militaro-industriel israélien. C'est ce qu'a révélé une enquête fouillée de DropSite News, un site d'information cofondé par Jeremy Scahill et Ryan Grim, deux figures majeures du journalisme d'investigation américain. Un ensemble assez important d'emails qui ont fuité a permis à DropSite News d'établir que c'est dans les années 2012-2014 que s'est nouée l'architecture sécuritaire qui a par la suite permis au régime d'Alassane Ouattara de mettre en place, main dans la main avec des sociétés privées et de hauts responsables israéliens, une machine implacable permettant d'écouter les communications téléphoniques et d'espionner les échanges sur Internet, de mettre en place des centres de vidéosurveillance et d'organiser la refonte de l'appareil de renseignement ivoirien, avec à la clé un accord officiel de défense et sécurité intérieure signé en 2014. Le dispositif rendu possible par les alliés israéliens du pouvoir d'Abidjan est impressionnant. Il est par exemple question de propositions techniques pour la création d'un centre dit SIGINT. C'est quoi un centre SIGINT? C'est une structure dédiée au renseignement d'origine électromagnétique. Son travail est d'intercepter, de stocker, d'analyser, entre autres, des appels téléphoniques, des SMS, des emails, des communications radio, des signaux satellitaires ou des transmissions policières ou militaires. Idéal pour traquer des terroristes ou des opposants pacifiques. Le schéma technique de ce centre SIGINT a été rédigé par des personnes qui ont expérimenté des dispositifs du même type dans le cadre de la répression de l'intifada en Palestine entre 1990 et 2005, dans le cadre aussi de la redoutable unité 8200, accusée d'être responsable du piratage de beepers et de talkie-walkie au Liban, piratage qui a organisé 37 morts et près de 3000 blessés. Elle a stupéfait le monde entier, tant par son mode opératoire que par son ampleur. Une attaque de masse simultanée sur les beepers et les talkie-walkie des membres du Hezbollah. Derrière cette attaque inédite,
Israël, selon le Hezbollah, et plus précisément l'unité 8200, ce service de renseignement devenu l'ennemi numéro 1 est visé à de nombreuses reprises par Hassan Nasrallah, l'ancien chef de la milice chiite tué fin septembre. L'alliance répressive israélo-ivoirienne a commencé par une sorte de joint venture improbable entre deux hommes, Ehud Barak, ex-premier ministre et ministre de la Défense d'Israël, et Jeffrey Epstein, homme d'affaires mondain et délinquant sexuel condamné aux États-Unis, en lien avec de puissants réseaux politiques et financiers. Pour donner une idée de ce qui était Jeffrey Epstein, mort en 2009, suicidé, aux rares personnes qui n'en ont jamais entendu parler, écoutons ce résumé fait par le média en ligne Combini. Mais c'est qui Jeffrey Epstein et pourquoi tout le monde parle de lui en ce moment? Jeffrey Epstein, c'était un financier américain milliardaire et accusé de plusieurs crimes sexuels sur mineurs. En 2019, il est arrêté aux États-Unis pour exploitation sexuelle de mineurs et association de malfaiteurs. Il est alors accusé d'avoir fait venir des mineurs dans ses résidences de Manhattan et de Palm Beach pour obtenir des actes sexuels contre de l'argent entre 2002 et 2005 au moins. Et déjà en 2008, il a été condamné pour avoir eu recours au service de prostituées mineures. Mais ce n'est pas tout, le milliardaire a acheté une île appelée Little St. James dans les Caraïbes en 1998 et pour te donner une idée de ce qu'il s'y passait, l'île a été renommée l'île de la pédophilie. Bref, Epstein est notamment accusé d'avoir organisé des orgies avec des filles mineures qu'il faisait venir par jet privé. En août 2019, avant de pouvoir être jugé, Jeffrey Epstein se pend dans sa cellule. En fait, si tout le monde parle de lui, c'est parce qu'une juge de New York a ordonné de faire révéler, janvier 2024, une liste de 180 noms, des personnes victimes, proches, mais aussi des complices présumés liés au réseau d'Epstein. Et le milliardaire côtoyait beaucoup de monde et beaucoup de célébrités dont on devrait connaître le nom rapidement. Comment ce drôle de tandem américano-israélien s'est-il créé avec pour but de faire des affaires en Côte d'Ivoire? Les archives d'emails et d'agendas cités par l'article de Dropsite News permettent d'attester qu'en 2012, pendant qu'Ehud Barak, alors ministre de la Défense israélien, recevait officiellement Alassane Ouattara à Jérusalem, Jeffrey Epstein rencontrait à New York le fils du président, David Draman Ouattara, et son épouse Louise, décédé depuis d'une crise de paludisme. Assez intriguant, la personne qui a mis en relation le fils du numéro 1 ivoirien et le sulfureux homme d'affaires tombé pour pédocriminalité, c'était Nina Keïta, la nièce d'Alassane Ouattara qu'il connaissait depuis le début des années 2000, alors qu'elle était encore toute jeune. Elle est née en 1982, via le milieu du mannequinat et des voyages sur son jet privé, le bien nommé Lolita Express. Depuis, Nina Keïta a fait carrière dans l'appareil d'État ivoirien. Elle est aujourd'hui directrice générale adjointe de la Société ivoirienne de gestion des stocks pétroliers, la GEST aussi. En tout cas, à partir de ce moment charnière, la mécanique s'enclenche surtout pour Jeffrey Epstein. Le 12 septembre 2012, il rencontre Nina Keïta à New York, puis son rendez-vous d'après, c'est avec Ehud Barak, pourtant encore ministre de la Défense d'Israël, et qui n'a donc pas officiellement le droit de faire un certain nombre de business privés. Dans la foulée, Ahmed Bakayoko, alors ministre ivoirien de l'Intérieur, se rend à Tel Aviv pour discuter d'un accord bilatéral axé sur le renseignement, la cybercriminalité également. Le hasard fait bien les choses. Ehud Barak quitte le gouvernement israélien le 18 mars 2013, mais il continue à bosser en coulisses en se cachant derrière des messages cryptés et des intermédiaires. Mais Jeffrey Epstein est toujours là pour ouvrir des portes, coordonner des rencontres, etc. Ce n'est qu'en août 2013 qu'Ehud Barak se rend directement en Côte d'Ivoire avec son épouse, mais officiellement pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les affaires militaires ou avec du renseignement. La chronologie nourrit une hypothèse forte. Tout a été fait pour tenir Ehud Barak à distance apparente des dossiers sécuritaires pendant qu'il était encore en fonction ou juste après, afin d'esquiver des accusations de conflit d'intérêts. Bref, après des mois de péripéties, Avigdor Lieberman, ministre israélien des Affaires étrangères, arrive en Côte d'Ivoire le 13 juin 2014. Il est accompagné de plus de 50 hommes d'affaires venus évaluer les investissements potentiels dans le pays. Selon Dropsite News, les montants en dollars des transactions conclues n'ont pas été rendus publics. L'enquête de Dropsite News nous permet de cartographier mentalement la galaxie d'influence ivoiro-israélienne sous Alassane Ouattara et de prendre conscience, par exemple, de la présence dans la boucle d'un homme, Stanley Fischer, l'ancien gouverneur de la Banque centrale israélienne, très proche ami d'Alassane Ouattara, avec qui il a travaillé au FMI. Fischer y était, au FMI, premier vice-président, et a prononcé, lors de son départ en 2001,
Un vibrant plaidoyer pour Ouattara et une charge virulente contre l'exécutif ivoirien d'alors, avec à sa tête un certain Laurent Gbagbo qui peinait à négocier un nouvel accord avec les institutions de Bretton Woods. Aujourd'hui, Israël est bien implanté dans le système de renseignement ivoirien. Tout seul ou aux côtés d'autres puissances, la question se pose. En tout cas, dans son récent entretien accordé à notre confrère Alain Foka, l'ancien président Laurent Gbagbo évoquait la présence de sécurocrates blancs lors des interrogatoires des prisonniers politiques ivoiriens. Alors, il y a eu des amis, des camarades qui ont été arrêtés, des jeunes, et ils ont été emmenés à l'hôtel Sobroco où, disent-ils, ils ont été interrogés par un blanc barbu. D'où il sort? Vous pensez qu'il y a des mercenaires, que c'est sous-traité, les interrogatoires? En tout cas, je me pose beaucoup de questions. Parce que ce n'est pas une fois qu'on m'a dit ça, c'est au moins 3 fois. C'est qui? Il n'est pas de l'armée nationale de Côte d'Ivoire, il n'est pas de la police, il n'est pas de la gendarmerie, parce que bon, on connaît, hein, il n'y a pas de blanc. Il pourrait avoir un blanc de nationalité ivoirienne qui peut être, mais il n'y en a pas en ce moment-ci. Alors c'est qui? Et ça, il faut qu'on cesse ça. Alors, la problématique est d'autant plus sérieuse que l'édifice de renseignement co-construit par Tel Aviv et Abidjan ne sert pas qu'à la Côte d'Ivoire. Israël y trouve aussi son compte, comme Jeune Afrique l'a documenté dans une enquête parue en octobre 2021. L'infrastructure d'interception alimente un partage officieux de renseignements avec, dans le viseur, la communauté libanaise d'Abidjan, suspectée par Tel Aviv de financer le Hezbollah. Des secteurs entiers comme la restauration dans le quartier de la zone 4, mais également les filières bananes, cacao et caoutchouc seraient déjà surveillés. Au final, on peut se demander si, au prétexte de vendre des services de surveillance de masse au gouvernement ivoirien, les autorités israéliennes n'infiltrent pas purement et simplement toutes les structures sociales, politiques et économiques d'un pays tiers dans le cadre de leur propre agenda. Est-ce qu'au fond, Abidjan, qui était déjà jadis le bastion des barbouzes françaises, n'est pas devenu une sorte de plaque tournante de tous les espions qui y prospèrent en toute liberté? C'est un peu ce que donne à voir le journaliste et auteur Antoine Glaser dans son dernier roman, Sombre Lagune, où il nous montre des espions, trafiquants de drogue et aventuriers en tout genre se combattre dans des crimes et des combines de tout type en dehors de tout contrôle d'un État ivoirien complètement dépassé et dont les dirigeants sont, dans le fond, uniquement soucieux de la sécurité de leur pouvoir.